L'énergie nucléaire repose sur la fission de noyaux lourds comme l'uranium-235. Lors d'une fission, l'uranium se casse en deux fragments plus légers. Ces produits de fission sont radioactifs et un réacteur en fonctionnement en contient une grande variété. En fait, on trouve à peu près tous les éléments du milieu de la classification périodique. Dans un accident entraînant des rejets radioactifs, ce sont les gaz, comme le xénon et le krypton, et les éléments volatiles, iode, césium et tellure qui sont dominants. Les polluants radioactifs sont dispersés par le vent sous forme de masse d'air contaminé qu'on appelle le panache. La population est d'abord exposée aux particules radioactives contenues dans l'air, irradiation externe par le panache et contamination interne par inhalation. Ces expositions cessent au fur et à mesure que les masses d'air se renouvellent. La population est ensuite exposée aux particules radioactives déposées, irradiation externe par les dépôts, contamination interne par ingestion, soit de végétaux, soit de produits issus de la chaîne alimentaire comme le lait. Parmi les nombreux polluants radioactifs que contient un panache, l'iode et le césium sont les plus importants en termes de conséquences sur l'environnement et sur la santé. La thyroïde, surtout celle des enfants en bas âge, est très sensible à l'iode radioactif. C'est pourquoi l'iode est redouté au moment du passage du panache, puis dans les premières semaines qui suivent un accident. L'iode 131 a une durée de vie courte et après 2 mois, elle disparaît presque entièrement par décroissance radioactive. Le césium radioactif devient alors la principale source de contamination. Il migre peu dans les sols non remaniés par le labour et peut rester plusieurs dizaines d'années dans les 20 premiers centimètres où il est accessible aux racines des plantes. La météorologie a un rôle très important lors d'un accident nucléaire. Par temps sec, les particules se déposent sous l'effet du vent et des turbulences qu'il engendre. Sous les précipitations, en revanche, les gouttes d'eau et les flocons de neige entraînent les particules vers le sol. Les dépôts sont donc beaucoup plus importants. C'est pourquoi les cartes montrent des taches qui correspondent aux régions les plus arrosées pendant le passage du panache. Le 12 mars marque le début des rejets radioactifs avec l'explosion du toit du bâtiment du réacteur 1. Les rejets se produisent par bouffées successives au gré des événements sur les différents réacteurs. Du 12 au 14 mars, le premier panache est poussé par le vent vers le Pacifique. Le vent tourne et le panache suivant atteint la région de Tokyo le 15 mars. Le même jour, des rejets de grande ampleur dispersés vers le nord-ouest coïncident avec de fortes précipitations pluvieuses et neigeuses, entraînant d'importants dépôts radioactifs sur le sol et les végétaux. Les rejets significatifs continuent jusqu'au 25 mars. Ils auront duré un peu moins de 2 semaines. L'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, évalue ces rejets à 1/10 de ceux de Tchernobyl pour l'iode et 1/3 de ceux de Tchernobyl pour le césium. Mais ces estimations restent imprécises pour les épisodes de rejets dispersés au-dessus du Pacifique. Le panache constitue la première préoccupation des autorités. Après avoir évacué la population dans un rayon de 20 km autour de la centrale, le gouvernement japonais demande aux populations résidant dans la zone de 20 à 30 km de rester à l'abri dans leur maison. Quelques semaines plus tard, le département de l'énergie américain publie une carte des dépôts de césium élaborée à partir de mesures aéroportées. Elle met en évidence un lobe de 20 km de large et de 70 km de long au nord-ouest de la centrale de Fukushima Daiichi. Les dépôts plus importants qu'ailleurs correspondent au rejet du 15 mars, après l'explosion survenue dans le bâtiment du réacteur 2, rejets qui ont coïncidé avec de fortes précipitations. En rouge, la contamination en césium est au niveau des zones les plus contaminées autour de Tchernobyl.
Les autorités japonaises décident alors une évacuation complémentaire. À l'été 2011, des universités japonaises, sous l'égide du ministère des Sciences, ont engagé une campagne systématique de prélèvement et d'analyse des sols. Cette campagne a révélé, bien au-delà de la zone principale de contamination, des taches isolées liées à des précipitations locales. Notons également des initiatives citoyennes comme ce groupe Facebook dont les membres ont acheté des radiamètres. Ces instruments leur ont permis de mesurer les rayonnements et de publier leur propre carte correspondant ici à la banlieue de Tokyo. Toutes ces cartes sont essentielles pour gérer la phase post-accidentelle, car outre l'évacuation des populations, elles permettent d'identifier les zones qui resteront durablement contaminées, nécessitant le maintien d'une surveillance renforcée, notamment des productions agricoles. L'accident de Fukushima a entraîné le plus important apport de radioactivité artificielle dans le milieu marin jamais observé sur un intervalle de temps aussi court. La mer a d'abord été contaminée par les retombées des rejets atmosphériques dispersés au-dessus de l'océan entre le 12 et le 23 mars, puis par des rejets radioactifs liquides essentiellement entre le 26 mars et le 10 avril. Certes, les courants dispersent les polluants radioactifs dans le Pacifique, mais le proche littoral risque de rester pollué très longtemps par des éléments radioactifs fixés dans les sédiments ou apportés à la mer par le lessivage des dépôts terrestres. Les autorités devront donc surveiller de très près les produits de la mer lorsque les activités de pêche reprendront. Comme il n'y a pas d'échange de masse d'air entre les deux hémisphères, la dispersion du panache atmosphérique n'a concerné que l'hémisphère nord. Les polluants radioactifs ont atteint le continent nord-américain à partir du 16 mars, l'Europe du Nord le 21 mars et la France le 24 mars. La France retrouve à cette période le niveau de radioactivité artificielle dans l'air qui était observé dans les années 1960 quand les grandes puissances testaient leurs armes nucléaires dans l'atmosphère. On reste cependant loin des niveaux de radioactivité de début mai 1986 après l'accident de Tchernobyl.